Donc, nous allons procéder à l'appel et je vais demander à Stéphane Mathieu de faire cet appel. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, on va procéder à l'appel. Bayon de Noyer, Yves. Procuration donnée à toi, Hélène Mirigot, je crois, c'est ça? Ok. Alors, Marie-Hélène Biel. Présente. Bresson Laurent. Procuration donnée à... Il y en a plusieurs de procurations, donc... à Christian Envoyé. Ok. Mirigot Hélène. Présente. Bon, Mathieu Stéphane présent. Gomez Eliane. Présent. Royer Christian. Il est Christian, oui. David Mathieu Christiane. Présente. Gay Patrick. Présent. Louis Olivier. Procurateur Patrick Gay. Patrick Gay, ok. Leclerc Jean-François. Présent. Tavernari Roland. Présent. Fortuné Françoise. Présente. Nicolas Jacques. Présent. Blagnès Thierry. Villon Patrick. On représente certainement. Il n'y a pas de procuration pour Patrick. Excusez-moi, Florence Lecomte. Eliane. Oui, mais j'essaie de la trouver, quoi. Eliane. Ok, d'accord, parfait. Vedel Chantal. Lecomte Florence. Procuration Françoise Fortuné, ok. Gomez Lionel. Présent. Andrzejewski Renaud Florence. Pereira Elisabeth. Procuration aussi. Donné à Marie-Hélène Biel. Rémi Laurent. Bourdelin Sylvie. Tu la représentes? Je ne le trouve pas. Oui, ok. Schneider Esdel. Ok. Bouillon Marine. Martin Christiane. Ripoll Bruno. Il va arriver. Agoguet Fernaillon Véronique. Et la Mini Naïsa. Ok. Parfait. Merci Stéphane. Alors, ce conseil municipal ne devrait pas être trop long. Nous avons l'approbation du compte-rendu comme d'habitude, les décisions du maire, je crois qu'il y a 11 délibérations. Ensuite, nous avons une question orale du groupe Dynamique et Solidaire. Bonsoir, Monsieur Ripoll. Ensuite, je vous donnerai la modification des dates des 2 prochains conseils municipaux et je vous dirai pourquoi on est obligé de les modifier. Voilà. Alors, approbation du compte-rendu du conseil municipal du 17 janvier, donc le conseil municipal dernier. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 4 abstentions, approuvées à la majorité. Merci. Alors, communication des décisions du maire. Alors, dans les décisions du maire, nous avons une décision qui concerne les TAP, 2 décisions qui concernent des travaux du pont des Taillades. Ensuite, nous avons une décision concernant le CCAS, une autre sur l'espace jeunesse et enfin la dernière décision qui concerne une formation et un examen. Y a-t-il des questions? Madame Martin. Oui, je pense que nous allons intervenir à plusieurs par rapport aux décisions. Alors moi, j'ai pris ma préférée. Vous vous doutez laquelle? Voilà. C'est celle qui tombe sous les yeux en plus en premier. Donc il s'agit de la 007 du 10 janvier. Alors j'en reviens donc à ma marotte préférée. Et je me suis dit, si je ne me trompe pas, ça doit être la 3e fois que vous avez recours à ce magasin, que vous sollicitez cette même commerçante.
Je pense que c'est la 3e fois parce qu'il y a eu aussi, si je me souviens bien, une commande de fourniture qui a été faite. Je ne sais plus quand, mais il me semble que c'est ça. Voilà, alors je trouve que c'est un peu beaucoup, de favoriser d'ailleurs toujours les mêmes. En plus, je ne suis pas convaincue que ce soit exemplaire, qu'une activité commerciale, récréative, bénéficie de l'argent public, surtout quand cet argent est destiné à de la culture et de l'éducation. Alors je suis allée voir un peu sur le site, puisqu'ils ont un site web, cette dame, et je me suis aperçue que ce que vous appelez des ateliers, qu'elle appelle aussi ateliers d'ailleurs, c'est un produit qu'elle vend. Elle vend 89 € l'atelier. Donc elle a sorti en fait ce tarif qu'elle applique à ses clients. C'est grosso modo, avec le calcul que j'ai fait, ce que nous lui payons également. Alors, Madame Martin, excusez-moi, posez votre question, parce que sinon on n'en a qu'à minuit. Écoutez, un conseil municipal, c'est quand même fait pour échanger, madame. Oui, mais voilà, quand même. Je voulais dénoncer pour terminer, et j'abuserai pas de votre patience outre mesure, que je trouve que c'est aussi une forme de publicité indirecte. Et ça me choque un peu. C'est de la publicité indirecte aussi par exposition, par rapport aux enfants. Puisqu'il y a plein d'objets à vendre, voilà. Et on sait tous que les enfants sont particulièrement perméables et sensibles aux phénomènes publicitaires. Donc ça, quelque part, je trouve ça choquant également. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci. Merci bien. Je vais vous répondre tout de suite par rapport à cette décision du maire. Madame Huette, puisque c'est d'elle dont il s'agit, c'est la première fois qu'elle va intervenir au TAP. Elle attend depuis 3 ans, elle a fait sa demande. Et pourquoi nous l'avons recrutée ? Parce que le modelage était effectué par Postonard, une association, l'association Postonard. Malheureusement, la personne qui menait l'atelier ne peut plus mener cet atelier. Et cela nous a semblé intéressant de prendre Madame Huette parce qu'elle apprend aux enfants à faire le matériau qui leur permet de faire ces modelages. Voilà ma réponse. Y a-t-il d'autres questions ? Est-ce que je peux formuler une observation ? Rapidement, quand même. Vous dites que c'est la première fois, moi c'est pas la première fois que je vois une décision du maire concernant ce commerce. Voilà. Voilà. Madame Martin, je vous dis que pour les TAP, c'est la première fois. Y a-t-il d'autres questions ? Madame Agoguet. Bonsoir à tous. Oui, pour revenir un petit peu sur ce que dit Christiane, c'est vrai que ça s'apparente un peu à de la prescription. Elle devient prescripteur auprès des enfants, donc c'est moyen. Bon, enfin bref. Ma question concernait plutôt la mission de contrôle technique pour les travaux de réfection du pont des Taillades, la 008. Sur les prix affichés, est-ce que c'est toujours prévu que c'est la moitié à la charge de Gadagne et à la moitié à la charge de... Non ? Oui. Si. Toujours moitié-moitié, oui. 50% pour Gadagne, 50% pour le Thor. Et je voulais juste relever qu'au niveau de la rémunération du marché de la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la réfection du CCAS, enfin la réalisation du CCAS, je note que les taux augmentent parce que là, on est passé à presque 11%. Voilà. Pas bonne. Parce que le taux, le mois de décembre, on a fait une modification. Il y a déjà eu un avenant numéro 1 parce qu'il y a eu une modification de programme. Donc le montant de l'estimation a été augmenté. La rémunération de la maîtrise d'œuvre est restée la même, donc le taux a baissé. Et cette fois, parce qu'on était à une phase, on en est exactement au même taux, au même montant qu'à l'avenant numéro 1. Mais c'est une autre phase, donc il a fallu faire un avenant pour définir l'estimation définitive.
C'était pour, de manière globale, les taux de rémunération des maîtrises d'œuvre, je l'avais déjà relevé, et dépassent 10%. Là, on est presque à 11%. Alors, peut-être que par rapport à la dernière fois, ça n'a pas augmenté. Le maire m'avait répondu, mais c'est ce qui se pratique dans la fonction publique territoriale. Ben, je trouve que c'est cher. Un taux dépend des travaux qui sont à réaliser et des présences qui sont faites. Ce n'est pas un taux forcément, c'est une prestation qui donne un montant, et de ce montant par rapport au marché, ça donne un taux. Ce n'est pas 8%, 9%, 10%. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les prix. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Ripoll. Oui, j'avais une demande de précision concernant la question 2017-012, concernant la formation et le passage, en vue du passage à l'examen pour l'obtention obligatoire de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Donc ma question, enfin mes demandes de précision sont celles-ci. En quoi va consister l'examen? Parce que je vois qu'il y a des agents concepteurs, des agents opérationnels, donc il y a un peu tous les niveaux, a priori. Est-ce que cette obligation, cette obtention obligatoire ne concerne que le secteur, que les agents publics? Est-ce que ça ne concerne pas aussi les entreprises privées? Et ma dernière question, si elle me revient, non, mais je pense que la société a été choisie après envoi de devis à plusieurs sociétés, c'est ça? Bon, on va laisser Christian Royer ou Jacques Nicolas répondre. Je vous laisse déjà répondre sur ces questions, merci. Là, d'abord, la première réponse, ça concerne tout le monde, public ou privé. C'est qu'à partir du moment où on doit intervenir près des réseaux, il faut que les personnes, c'est pas un examen, disons, hein, c'est qu'ils ont un certificat d'aptitude pour réaliser ces prestations. C'est qu'impérativement, quand on approche de réseaux, il faut que les personnes soient habilitées pour le faire. Donc les formations, il y a deux formations différentes, une pour les encadrants, une pour les opérationnels. C'est pour ça qu'il y a deux formations. Qui fait la formation, et puis aussi on parle d'obligation. À partir de quelle date cette obligation d'avoir l'autorisation doit-elle être appliquée? Je n'ai pas la date précise, c'est que ça fait déjà plusieurs années, parce que donc personnellement, je t'ai assisté à des séminaires justement avec ERDF, etc., et où ceci donc est une obligation pour tous les intervenants. Donc entre autres pour aujourd'hui, on délivre on vise les DICT, etc. Il faut que les personnes qui instruisent ces dossiers aient une formation. Bon, il n'y a pas une date précise, telle date, etc., quoi. Mais ça fait longtemps, ça fait déjà plusieurs années où il faut l'avoir. La dernière, c'était le choix de l'organisme de formation. Est-ce qu'il y a que qui font cette formation? Il y en a récemment plusieurs, mais celui-ci est dans la région. Il y avait une formation dans la région, parce que, ou alors il va falloir aller dans d'autres départements, etc., quoi. Mais il n'y a pas une... Très bien, merci. Madame Agoguet. Oui, j'avais une question pour Christian. Il y a le permis de construire du CCAS qui a été déposé et celui de la Banchex au mois de décembre. Et il n'y en a pas eu de commission pour voir les projets déposés. La question est, pourquoi? Le projet, au niveau du... Parce que le projet se finalise, il bouge encore, etc., quoi. Pardon? Il devait y avoir des plans prêts. Le permis peut être déposé avec des modifications de l'ABF, etc., quoi. D'autres questions? Merci. Rapport 014, adoption du rapport de la Commission locale d'évaluation du transfert des charges CLECT pour les compétences transférées au 1er janvier 2017. Alors, en septembre 2016,
la communauté de communes Pays de Sorgue Mont de Vaucluse avait sollicité auprès des communes membres de la modification de ses statuts. Dans ces modifications portaient au titre des compétences obligatoires le rajout de la compétence aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Le conseil municipal, dans sa séance du 20 septembre 2016, s'est prononcé favorablement. Donc, après avis favorable des 5 communes, un arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2016 est intervenu afin d'acter cette modification des statuts. Donc, maintenant, la communauté des communes a 2 nouvelles compétences et parmi ces 2 compétences, elle doit aménager, entretenir et gérer les aires d'accueil des gens du voyage. Comme le prévoit l'article 1609 nonis C alinéa 4 du Code général des impôts, une commission locale d'évaluation des transferts de charges s'est réunie afin de déterminer les montants financiers liés à ces transferts. Celle-ci s'est réunie le 6 décembre 2016. En effet, les compétences transférées sont évaluées en dépenses et en recettes et le reste à charge est déduit de l'attribution de compensation. La CLECT, c'est très difficile à dire, a établi son rapport sur des éléments provisoires qui seront définitifs après adoption des comptes administratifs. Alors, pour le TOR, les dépenses directes correspondent à la contribution annuelle de la communauté au syndicat intercommunal de gestion des aires d'accueil SIAGV. La CLECT a décidé de ne prendre en compte que la dernière année et non la moyenne des 3 dernières années, soit 36 000 €. Les 2 communes concernées, le TOR et l'Isle-sur-la-Sorgue, n'ont pas déclaré de charges indirectes. À ces dépenses s'ajoute l'évaluation du renouvellement des investissements. Pour cela, la CLECT a pris en compte l'ensemble des immobilisations réalisées et y a affecté une période de renouvellement, d'amortissement, entre guillemets. Les immobilisations retenues sont les bâtiments avec une période de renouvellement de 20 ans, les voiries avec une période de renouvellement de 30 ans, la maîtrise d'œuvre et diverses dépenses avec une période de 25 ans. Les dépenses liées à l'acquisition des terrains n'ont pas été retenues. Le coût brut annualisé pour l'aire de la commune du Thor s'élève à environ 28 523 €. De ce coût sont déduits les subventions perçues et le FCTVA avec une période de renouvellement pondérée en fonction des périodes de renouvellement des biens, soit 24,60 ans. Le coût net annualisé du bien est de 12 178 €. La CLECT a ensuite envisagé le transfert des emprunts ayant participé au financement de ces équipements, mais cette option a été abandonnée. Au final, les charges directes, 36 000 €, plus le renouvellement des investissements, 12 178 €, portent les charges transférées à 48 178 € qui viennent en déduction de l'attribution de compensation. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le rapport de la CLECT du 6 décembre 2016. Ce rapport sera considéré comme adopté par l'ensemble des communes si les règles de majorité prévues dans l'article du Code général des impôts sont respectées, à savoir la majorité des 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population. La synthèse financière des éléments retenus par la CLECT est présentée dans le tableau que vous avez sous les yeux. Alors, Châteauneuf de Gadagne, attribution de compensation 2016, 1 307 047 €, ne changera pas en 2017. L'Isle-sur-la-Sorgue, 4 611 484 €, moins 88 102 €, ce qui restera 4 523 382 €. Heureusement que ce n'est pas 4 000. Saumagne de Vaucluse, 45 475 € et ça restera le même prix. Le Thor, 741 005 €, moins 48 178 €,
Donc, nous aurons comme compensation 692 827 €. Fontaine de Vaucluse restera, elle, à 41 619 €. Voilà, y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet. Oui, quel était le montant de la subvention de compensation reçue par le TOR? C'était 48 000 ou c'était combien? C'était 741 000. Oui, mais la compensation, elle était au TOR, elle était à 741 000 et elle descend à 692 000. C'est les 48 000 que nous devons soustraire. C'est pas ça que vous me demandez? C'est ça, voilà. La subvention de 741 000, c'était une compensation, mais pas que pour l'aire des gens du voyage. Ah non, je suis bien d'accord. Ah non, Voilà. elle est générale. Voilà. Par contre, les 48 000 viennent en déduction de cette attribution de compensation que nous recevons de la communauté de communes chaque année. Monsieur Ripoll. Oui, bon, c'est dommage que Monsieur le maire ne soit pas là, mais je comprends bien cette déduction que l'on retrouve aussi pour l'île sur la Sorgue avec le transfert de compétences. Pardon ? Non, parce que ma question, peut-être au niveau des décideurs, le concerné, de la décision le concernait peut-être un peu plus, et au niveau de son poste au conseil communautaire de vice-président, quoi. C'est juste pour ça. C'est pas du sexisme. Voilà. Merci, Monsieur Ripoll. Mais est-ce qu'à un moment, ces compensations ne pourraient pas être rediscutées? Parce que là, je comprends bien l'opération, mais quand on regarde des compensations reversées à des communes amies, plus importantes, c'est vrai que tout ça est parti, tout ça a un historique, mais bon, peut-être qu'à un moment, d'une façon plus globale, ces compensations pourraient être discutées et pas simplement fermes à ce jour des formules mathématiques de déduction par rapport aux compétences transférées. Oui, mais vous savez bien que c'est quelque chose qui s'est établi au conseil communautaire. Ça n'a pas été... et vous voyez, Châteauneuf-de-Gadagne a une attribution de compensation beaucoup plus importante que la nôtre, parce que Châteauneuf-de-Gadagne est riche. Nous ne sommes pas riches. Bien, d'autres questions? Merci. Nous allons passer au vote. Mais auparavant, alors... Le conseil municipal du Thor, vu le Code général des impôts, le Code général des collectivités territoriales, l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2016, modifiant les statuts de la communauté de communes Pays des Sorgues, Mont de Vaucluse du 1er janvier 2017, vu le rapport de la CLECT du 6 décembre 2016, joint à la délibération, vu le rapport CM 17014 présenté par Marie-Hélène Biel, qui représente Monsieur le maire du Thor, considérant le besoin de modifier les attributions de compensation suite au transfert des compétences intervenues au 1er janvier 2017, après en avoir délibéré. Article 1. Approuve le rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges du 6 décembre 2016, joint en annexe de la présente délibération. Article 2. Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Approuvé à la majorité. Alors, ensuite, nous avons la vente de la parcelle cadastrée section numéro 14 à Monsieur Nicolas Brémond. Christian Royer. La commune est propriétaire d'un petit terrain en friche, accessible par le chemin de Saint-Estève, sur lequel existe un cabanon en ruine. L'emprise au sol de cette construction est d'environ 40 mètres carrés. Ce bien est situé sur la parcelle cadastrée section AR 74, lieu-dit Payoussa, classé en zone NC au plan d'occupation des sols et représentant une superficie de 430 mètres carrés.
Par courrier en date du 15 septembre dernier, M. Nicolas Brémond, domicilié à proximité et propriétaire des parcelles voisines, a sollicité l'acquisition de ce terrain pour le nettoyer, le remettre en culture et limiter ainsi les risques d'incendie en période de sécheresse. Le 20 octobre 2016, le service France Domaine a estimé la valeur vénale de cette parcelle communale à 5 546 €. Il a été proposé à M. Brémond, au cours de l'entretien en mairie, de lui vendre ce bien au prix indiqué par la direction départementale des finances publiques. Ce dernier a fait part de son accord par courrier en date du 10 janvier dernier, aux conditions suivantes. Paiement de la moitié du prix, soit 2 773 € à la date de la signature de l'acte officiel en 2017. Le solde, soit la somme de 2 773 €, sera versé en février 2018. À sa demande, l'acte de vente officiel sera préparé par l'étude notariale mais Boucorse Rochette à Robion. Pour sécuriser cette transaction, le notaire propose de garantir le paiement du solde par l'inscription d'un privilège de vendeur au profit de la commune, assorti d'une clause résolutoire. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette vente et autorise Monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Y a-t-il des questions? Alors, Madame Agoguet a levé la main la première. Ah, mais il y a le privilège de l'âge. C'est la même question? Je ne sais pas. Alors, Non, je allez-y, pense Madame, pas. Madame Agoguet. Ah non, alors, Madame Martin. Alors, elle est double, ma question. C'est une parcelle qui est bien en zone non constructible. Et d'après ce qui est dit, elle doit être rendue à l'agriculture. Alors, c'est Christian Royer qui répond. Non, elle est en zone agricole, elle reste en zone agricole, et elle sera défrichée. Oui, C'est un tout mais petit terrain, hein. Monsieur Brémond propose de la nettoyer et de la remettre en culture. Oui, donc elle est censée retourner à sa vocation première. Oui, pour 400 mètres carrés, oui. Est-ce que les 13 € en gros le mètre carré, si j'ai bien fait ma division, ça ne s'avère pas quand même relativement coûteux pour du terrain agricole? Et deuxième question, qui n'est pas une, mais qui est un étonnement, comment est-ce possible d'avoir autorisé un paiement différé à l'année prochaine? D'un côté, le prix, bon, il a été déterminé par France Domaine, Oui, j'ai vu. d'accord? C'est également un cabanon en ruine. Et le paiement différé, bon, parce que il a sollicité et il y a une garantie qui se rapproche à ce paiement différé. Ou alors ça reste tel quel, et ça reste une friche telle quelle. C'est une amélioration, Madame Martin. Oui, non, mais je suis étonnée, parce que c'est la première fois que je vois, dans le cadre d'une vente immobilière, un paiement en 2 fois. J'ai jamais vu ça. Alors, Madame Oui. Christiane David. Oui, Voilà. merci. J'ai suivi l'affaire avec Christian. Donc la problématique, c'est qu'il commençait à y avoir quelques chasseurs qui tournaient autour de ce cabanon. Étant donné qu'il était la propriété de la mairie, lui, il est vraiment devant sa maison. Et voilà, pour le nettoyer, pour plus qu'il y ait de gens qui viennent squatter, bon, parce que des chasseurs, ils viennent pas trop squatter, mais il avait peur aussi qu'il y ait un jour quelqu'un qui dise, ben, finalement, il est à personne, je viens dedans, et après, c'est compliqué pour mettre les gens dehors. Donc, il a demandé, il a sollicité ce règlement en 2 fois, parce que, bon, c'est pas non plus quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quoi. Voilà. Une autre question? Madame Agoguet. Oui, merci. Toujours pour Christian. Oui, on va rester avec Christian. C'est au sujet du PLU. Je me rappelle pas le règlement précisément sur les zones agricoles. Au niveau des constructions, pour pouvoir rénover ou agrandir, il faut qu'il y ait déjà une surface limite au sol. Et je me rappelle plus le seuil. Aujourd'hui, c'est 50 mètres carrés. Demain, ce sera 70.
Et d'autre part, moi sur le paiement différé, on n'est pas un établissement bancaire, hein. Ça me gêne un peu. Les sommes sont pas non plus, enfin, je veux dire, tout est relatif, hein, je sais, mais si on n'est pas contre la vente, parce qu'effectivement, si c'est remis en culture, c'est un avantage. Le fait de défricher, ça, c'est pas un argument parce que la mairie doit défricher. Chaque propriétaire est tenu de protéger le site des risques d'incendie. Donc ça, c'est pas un argument pour lui vendre. Le fait de remettre en culture et, comme dit Christiane, effectivement, éviter que quelqu'un squatte le cabanon, oui, ça, c'est un argument. Mais est-ce qu'on peut pas approuver différemment, enfin pas approuver, mais délibérer différemment sur les articles? Bien sûr. Hein? Bien sûr. D'autres questions? Non. Alors, le conseil municipal du Thor, après en avoir délibéré, article 1, décide de vendre à monsieur Nicolas Brémond, domicilié 1071, chemin de Saint-Estève, la parcelle cadastrée section AR numéro 74, lieu dit Payoussas, d'une superficie de 430 mètres carrés pour un montant de 5 546 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Article 2. Accepte que le paiement soit effectué en 2 échéances, 2 773 € à la signature de l'acte de vente en 2017, le solde soit 2 773 € au plus tard le 28 février 2018. Qui est contre? 2 contre. Qui s'abstient? 1 abstention. Merci. Article 3. Demande l'inscription dans l'acte d'un privilège de vendeur au profit de la commune, assorti d'une clause résolutoire afin de garantir le paiement du solde. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Article 4. Charge l'étude notariale Mébou-Corse Rochette à Robion de préparer l'acte officiel et dit que les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Article 5. Autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents nécessaires à cette opération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, nous en arrivons au rapport 17-016, modification des statuts du syndicat d'électrification vauclusien, et c'est toujours Christian. Le comité syndical du syndicat d'électrification vauclusien a, par délibération en date du 14 décembre, adapté la modification de ses statuts. Ces modifications prévoient d'une part, à l'article 2, la possibilité pour le syndicat d'exercer des activités connexes à ses compétences. En effet, une collectivité membre du SEV peut confier, dans le cadre de la loi MOP du 12 juillet 1985, le soin de réaliser en son nom et pour son compte une opération sous mandat liée à ses compétences. Les opérations pouvant faire l'objet des conventions sont éclairage public, éclairage d'équipements sportifs, mise en lumière de bâtiments ou autres, études, diagnostics, renouvellement d'installations ou installations nouvelles. Coordination des travaux d'enfouissement. Le syndicat pourra exercer à la demande d'un membre la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de dissimulation des réseaux d'éclairage public et ou des réseaux téléphoniques et ou des réseaux de télécommunications électroniques en coordination avec les travaux d'enfouissement des réseaux de distribution d'énergie, en application soit des dispositions de la loi MOP, soit de l'article L. 2224-35 du CGCT. Ces modifications prévoient d'autre part, à l'article 5 de l'alinéa 4, un nouveau collège, celui de l'enclave des Papes, suite à l'adhésion de la communauté de communes enclave des Papes Pays de Grignan pour les communes de Grillon, Visan, Richeranche, Valréas. En qualité de membre de ce syndicat et conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil municipal de se prononcer dans les 3 mois suivant la notification portant sur l'adaptation de ces statuts par le syndicat reçu en mairie le 22 décembre 2016. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Y a-t-il des questions? Madame Martin.
Oui, je me suis étonnée de ne pas trouver, ni dans les collèges, ni dans les communes, l'île sur la Sorgue. Nos 3 autres sœurs, Gadagne, Fontaine, y sont, Saumane, mais pas l'île sur la Sorgue. Donc je me suis demandé quelle était l'explication. Si, parce qu'il me semble que l'île sur la Sorgue y est. Hein. Ah bah écoutez, j'ai vu. L'île sur la Sorgue y est. Hein. J'ai Parce regardé que même- très attentivement les statuts et je ne les trouvais nulle part, ni dans les communautés de communes, ni dans les communes individualisées comme nous, hein, ni dans les collèges, nulle part. C'est un mystère, donc nous allons quand même... Non, c'est important. Enfin, c'est important. Oui, oui, non, mais... Compte tenu de la taille de l'île sur Sorgue et de son Ouais. importance, Nous poserons la et question. que l'intercommunalité soit de fait pas sous un même traitement, enfin, je sais pas. Oui, non, mais toutes les communes de Vaucluse n'y sont pas, mais il y en a une grosse partie. Si, je l'ai vu. Pardon? Enfin, je crois que s'ils ont pris le soin de citer toutes les communes, c'est qu'effectivement, il y en a qui ne font pas partie du syndicat. Et il n'y a pas toutes les communautés non plus. C'est intriguant. Voilà. Bien. Vous avez d'autres questions, Madame Martin? Non, j'ai Non, pas de merci. réponse non plus. Donc. Ah, mais vous aurez la réponse. Oui, Monsieur Ripoll. Oui, apparemment les décisions se prennent par collège, c'est ça? Donc par secteur de commune, non, c'est pas ça? Parce que j'ai vu qu'on était dans le collège d'Avignon. Pourquoi on est sur Avignon et pas sur Cavaillon? Est-ce que c'est une décision Non. unilatérale ou est-ce que c'est le choix de... Les collèges... Ça doit remonter avant la Oui. municipalité. Hein. Les collèges, auparavant, donc il y avait le collège d'Avignon, le collège de Carpentras, différents collèges, disons quoi. Et il y a eu donc le syndicat de l'électrification vauclusien s'est créé il y a quelques années, mais il n'y a pas très longtemps, disons, il y a moins de 10 ans. Et là, actuellement, donc, il y a un nouveau collège qui se rajoute, c'est celui de Valréas. Et c'est une volonté de la préfecture de rassembler pratiquement toutes les communes du département. Mais les décisions se prennent... c'est la totalité du syndicat qui prend la décision, quoi. Mais là, donc, chaque commune doit valider cette modification des statuts. Madame Martin. Pardon, c'est juste pour compléter. Je pense que je n'étais pas encore revenue dans le conseil municipal, donc je ne sais plus ou je ne me souviens plus, c'est peut-être toi d'ailleurs, qui siège pour nous, quel est le délégué et quel est le suppléant. C'est toi. Je suis le délégué et Jacques est le suppléant. Bon, j'aurais pu m'en douter. Merci. Oui, Monsieur Ripoll. Oui, bon, juste une dernière question quant au type de travaux effectués par le syndicat d'électrification. Il me semble me souvenir que le syndicat avait un programme par tranche de remplacement des lanternes, alors comment on appelait ça, à vapeur mercure, c'est ça? Parce qu'il y avait une directive européenne qui mettait fin à ce type de lampe, etc. Donc est-ce que ce travail est achevé aujourd'hui ou est-ce que ça continue? Ce travail, il continue toujours, disons. Hein. Et chaque année, donc, pratiquement, il y a un crédit qui est alloué à chaque commune pour des travaux qui peuvent être d'enfouissement, d'éclairage public, etc. Quoi. En fait, toutes les nouvelles acquisitions de lampadaires, quoi, sont en général maintenant c'est des LED. On remplace au fur et à mesure ces anciens. Il en reste encore quelques-unes, mais je crois que c'est en train de se terminer là. Si vous voulez, je vous le dirai avec plus de précision, mais on les remplace au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Actuellement, d'ailleurs, des travaux se font et ont été faits récemment, entre autres vers le pont d'Intermarché, etc. Quoi. Mais
le remplacement des Cordelab, si vous voulez, se fait sur les fonds. En fait, le syndicat d'électrification redistribue des fonds qui sont collectés et qui redistribue à hauteur de ce qui a été collecté pour notre commune. Donc, il y a en fait des sous-syndicats qui sont les anciens syndicats, qui sont les collèges, dans lesquels on redistribue ces sommes en fonction des travaux qui sont demandés. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Merci Jacques. Christiane David a la réponse à la question de Christiane Martin. Voilà. Donc la question pourquoi l'Île-sur-Sorgue n'adhère pas. Attendez, hop, je vais rapprocher. En fait, c'est Jean-Marc qui vient de me la donner. C'est que les grandes communes ont le choix entre le régime urbain ou le régime rural. En général, le régime urbain leur est plus favorable. Donc les grosses communes n'adhèrent pas et sont gérées par ERDF, alors que les plus petites communes adhèrent parce que c'est plus intéressant pour elles. Voilà. Est-ce que ça se traduit donc sur la facture des clients par un peu moins de sous, puisqu'il y a une ligne destinée aux syndicats sur nos factures d'électricité qui est assez onéreuse d'ailleurs? Alors Jean-Marc me dit certainement, mais il ne connaît pas le détail. Voilà. Merci quand même. Merci Christiane. Plus d'autres questions? Alors, on va passer au vote. Le conseil municipal du Thor, vu la délibération du comité syndical du 14 décembre 2016, vu le code général des collectivités territoriales, vu le rapport CM 17-016, après en avoir délibéré, article 1 approuve les modifications statutaires ainsi que les statuts annexés à la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. À l'unanimité. Alors ensuite, nous avons le rapport 017, adoption de la convention avec le syndicat mixte du bassin des Sorgues pour le transfert temporaire de la maîtrise d'ouvrage des vannes barrages de la mairie. Christiane, c'est à toi. Donc la commune projette le remplacement de l'ensemble des vannes devenues obsolètes à l'arrière de l'hôtel de ville. Ce sont celles qui sont juste là sur le pont à côté de l'école de la Passerelle. Le nouvel ouvrage devra permettre de rehausser la ligne d'eau et de favoriser le développement de la flore et de la faune de ce bras de Sorgue. De même, l'ouverture rapide des vannes permettra l'évacuation des limons et déchets végétaux amenés notamment par le Mourgon au niveau de la place du marché. Pour ce faire, la commune propose le transfert temporaire de sa maîtrise d'ouvrage au syndicat mixte du bassin des Sorgues qui réalisera le programme et le suivi des travaux. À cet effet, il convient que la commune et le syndicat mixte du bassin des Sorgues signent une convention qui s'achèvera à la clôture de l'opération. Cette convention fixera les conditions et modalités d'organisation et de mise en œuvre de cette maîtrise d'ouvrage et les obligations respectives des parties. Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 25 454 € hors taxe, soit 30 544,80 €, financé en totalité par le syndicat mixte du bassin des Sorgues qui sollicitera des subventions auprès d'organismes extérieurs. Les travaux devraient être terminés avant la saison estivale. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage et de participation au financement pour les travaux de restauration des vannes barrages de la mairie sur la petite Sorgue au Thor. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Martin? Alors, oui, je ne sais pas si c'est un problème rédactionnel ou bien si c'est moi qui ai une difficulté soudaine de compréhension, mais il me semble qu'il y a une légère contradiction entre ce qui est écrit à l'avant-dernier paragraphe, c'est-à-dire financé en totalité par le SBMS, et ce qui est écrit à la ligne 2 du dernier, c'est-à-dire et de participation au financement. Ça me paraît contradictoire. Soit nous finançons rien, soit nous participons au financement. Nous ne finançons rien. Alors, il est possible, effectivement, que vous ayez vu une contradiction, mais c'est le SMBS qui prendra en charge
toutes les... Oui, non, mais tous les c'est pour ça que je voulais vous demander. Oui, oui, donc voilà. Parce que ça me paraît, dans la formulation, c'est participation au financement, ça me paraît contradictoire avec le fait que nous ne financions rien. Voilà, donc je vous le confirme, nous ne finançons rien. Bien, d'autres questions, Madame Agoguet? Oui, l'entretien des sorgues n'est pas une compétence de l'intercommunalité en vertu d'un contrat rivière ou quelque chose comme ça? Normalement, c'est le syndicat mixte du bassin des Sorgues qui... Oui, mais c'est le... Hop, pardon. Oui, c'est le syndicat mixte qui s'en occupe. C'est assez complexe parce qu'il y a des choses qui sont vraiment attitrées à la communauté des communes, d'autres à la commune. Et le syndicat mixte gère tout ça entre les deux parties, quoi. C'est assez complexe. Oui. Et là, c'est pas un travail d'entretien, en fait, hein. C'est un travail d'investissement, c'est pas du tout un travail d'entretien. L'entretien est fait par la communauté de communes, mais là, il s'agit, tous les travaux, tous les travaux spécifiques sont faits par le syndicat. En l'occurrence, moi, je peux vous donner une précision, parce qu'ils sont venus ce matin pour ça. Les travaux se feront normalement les semaines des vacances de Pâques, c'est-à-dire la semaine 14 et 15, je crois, ou 15 et 16. Hein, c'est sous réserve qu'on n'ait pas une crue importante à ce moment-là. Parce que c'est assez compliqué de détourner l'eau de la petite Sorgue. Et s'il y a une crue un peu importante, on ne pourra pas la détourner correctement. Voilà. Oui. Merci. Pour ajouter, en fait, la communauté des communes n'a que l'entretien des berges. Voilà. D'autres questions? Nous allons passer au vote. Alors, le conseil municipal du Thor, vu le compte général des collectivités territoriales, vu la convention numéro 07 entre le syndicat mixte du bassin des Sorgues et la commune du Thor, vu le rapport 17017, après en avoir délibéré, décide d'approuver, article 1, décide d'approuver la convention pour le transfert temporaire de la maîtrise d'ouvrage des vannes barrages de la mairie jointe en annexe de la délibération. Article 2, autorise monsieur le maire à signer cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport 018, adoption du chantier jeune Union à part CME, restauration des remparts médiévaux et demande de subvention au conseil départemental. Et c'est Florence Androujeski qui va nous présenter ce rapport. Bonsoir à tous. La commune du Thor, ancienne capitale du Chasselas, a su garder les traces de son passé millénaire, de l'ancien monastère fortifié sur la colline de Touzon à son imposante église romane classée et de part et d'autre de ses remparts construits au XIIe siècle en opus picatum, c'est-à-dire en arête de poisson. Les remparts du Thor, remaniés notamment au XIIIe et XIVe siècle, étaient percés de 4 portes, dont une seule subsiste aujourd'hui, l'actuel beffroi. La municipalité, soucieuse de préserver son patrimoine architectural, souhaite faire appel à l'Union à part CME en 2017. C'est un chantier de jeunes en insertion pour la réhabilitation des remparts médiévaux rue des Barrodes. En fait, c'est une mise en sécurité du rempart. Le chantier consistera à combler les brèches présentes en partie basse du rempart et à nettoyer toute la rase du mur, soit 30 mètres de rempart. Un soin tout particulier sera porté à respecter l'appareillage des pierres existantes, notamment l'opus picatum. Ce chantier jeune interviendra courant juillet. Le personnel bénévole et d'encadrement sera accueilli au stade Roger Faury durant la période de chantier, soit 3 semaines. Le budget prévisionnel pour 2017 est de 24 059,21 €. La participation de l'État, du département et de la région sera sollicitée au travers de subventions qui permettront le financement partiel de l'opération. La commune, elle, contribuera à hauteur de 6 739,21 €. Toutefois, le budget définitif de cette opération ne sera validé qu'après intervention des différents financeurs. La part d'autofinancement communal pourra donc être amenée à augmenter à hauteur de 10 à 20%. Monsieur le maire propose au conseil municipal de valider cette opération de réhabilitation et de solliciter le conseil départemental pour l'octroi de la subvention qui sera ensuite reversée à l'association.
Les demandes de subventions auprès des autres partenaires seront sollicitées directement par les services du chantier jeunes. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Florence. Y a-t-il des questions? Madame Martin. Alors, je voulais d'abord vous demander si nous sommes propriétaires. Ce sont les remparts rue des Baraudes? Bien sûr, c'est la partie communale des remparts. C'est rue des Baraudes, c'est ça? Une partie de la rue des Baraudes. Une partie? Oui, les 30 mètres qui appartiennent à la commune rue des Baraudes. Alors ensuite, les financements, comme d'habitude, c'est encore très aléatoire, puisque nous n'avons aucune certitude sur les acceptations et les versements. Et ma dernière question, c'est que faut-il comprendre par service extérieur, autres services extérieurs et frais généraux? À quoi cela correspond-il, ces trois dénominations? Alors, le montage financier, en fait, est supporté par l'association À part, qui demande toutes les subventions, qui prépare le budget des dépenses et les recettes qui sont prévues. Donc c'est eux qui gèrent. Alors j'ai plus le détail avec moi, j'ai pas pris le détail du devis, mais autres services extérieurs, c'est toutes les sollicitations qu'ils font pour la location de matériel éventuel, échafaudage, etc., etc. Les frais généraux, c'est... Alors les frais généraux... Ce sont des appellations tellement... Oui, alors les frais généraux, ils ont la location du petit camion qui sert à transporter les jeunes intervenants. Voilà, ils ont beaucoup de choses. Mais je le détaille, si vous voulez, on peut vous faire passer le devis. Oui. Mais ce n'est pas du tout la commune qui s'occupe du montage financier du dossier. Voilà. Uniquement pour le conseil départemental. Je me permettais de parler de caractère aléatoire, puisque vous le reconnaissez vous-même en disant que c'est susceptible d'augmenter jusqu'à 20%. Alors, donc c'est pas rien quand même. Alors c'est 20% de notre part à nous. Oui, mais bon, 20, donc je parle de nous. Voilà. Ça peut monter de 1 200 € donc sur notre part. La part jeunesse et sport, la part DRAC, la part conseil régional et la participation des jeunes sont acquises. Le conseil départemental, vous savez comme moi, qui n'a pas voté son budget, absolument. Bien sûr. Donc néanmoins, ça fait partie des engagements qui permettent de soutenir l'effort d'insertion des jeunes. Et ce sont quand même des budgets prioritaires pour lesquels nous n'avons peu de doutes sur la réalisation du budget. Espérons. Voilà. On ne manquera pas de revenir vers vous en cas de modification particulière. Voilà. D'autres questions? Monsieur Ripoll. Oui, vous l'avez dit, ce sont des remparts médiévaux, donc des remparts qui ont un intérêt historique et patrimonial. Il n'y a aucune norme à respecter pour Naturellement, vous avez vu que la DRAC finance, c'est donc la DRAC qui conduit les travaux. Hein. D'accord. Donc, alors cette partie-là est classée, bien sûr, enfin inscrite à l'inventaire supplémentaire, mais c'est sous le pilotage de la DRAC et de l'architecte des bâtiments de France. Parce que ça va être dans les matériaux, leur contrôle va être dans les matériaux utilisés, ce genre de choses. La part est un organisme agréé DRAC, hein. C'est pas un organisme d'entreprise de maçonnerie pour voilà, construction de maisons. Ils sont spécialisés dans les édifices classés. Les derniers chantiers qu'ils ont réalisés sont sur la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, si vous voulez en voir. Voilà. Okay, ça fait des années qu'ils accompagnent. Donc ce sont des professionnels du patrimoine qui encadrent ces jeunes en insertion. Hein. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, nous passons au vote. Le conseil municipal du Thor, vu le code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune et vu le rapport 17018, après en avoir délibéré, article 1, autorise l'opération chantier bénévole en partenariat avec la part CME, dénommée Restauration des remparts médiévaux. Article 2, sollicite auprès du conseil départemental de Vaucluse, au titre du Fonds départemental d'intervention pour l'environnement, FDIE, une subvention de 7 000 € et suivant le plan de financement ci-dessous, budget prévisionnel du projet. Donc, vous avez le tableau dépenses-recettes. Alors, en dépenses, achat 577,50 €, matières et fournitures 8 000 €, services extérieurs 2 554,50 €, autres services extérieurs 1 520 €, charges du personnel 6 617,21 €, frais généraux 4 790 €, total 24 059,21 €.
En recettes, l'État, 2 500 €, la DRAC, 2 500 €. Enfin, c'est deux organismes différents. Conseil régional, 4 000 €. Conseil départemental, 7 000 €. Participation des jeunes, 1 320 €. La commune, 6 739,21 €, pour un total de 24 059,21 €. Article 3, autorise Monsieur le maire ou le conseiller délégué en charge de la gestion du patrimoine à signer tout acte relatif à la bonne exécution de cette opération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, la délibération 019 que nous voyons revenir chaque année, aide de la commune à l'acquisition d'un broyeur à végétaux, subvention aux particuliers, et c'est Jacques Nicolas qui s'en charge. Excusez-moi, je recommence. Afin d'encourager les particuliers à faire des économies d'énergie et à réduire leur consommation d'eau ainsi que les pollutions, la commune propose de verser une subvention aux particuliers pour l'acquisition d'un broyeur à végétaux. Alors, je ne vais pas vous lire tout le texte. En fait, c'est des broyeurs à végétaux d'assez gros diamètre, pour qu'on ait des choses qui tiennent un peu la route, qui broient jusqu'à 30 ou 40 mm. Donc, ces broyats peuvent servir soit à pailler le sol, soit à être incorporés dans des composts. On encourage actuellement, qu'on encourage depuis un certain nombre d'années, puisque je crois que c'est des décisions qui datent de la précédente municipalité, à utiliser ces broyeurs, d'autant plus qu'on ne peut pas brûler les déchets végétaux. Donc, cette aide a été mise en place en juin 2011. Elle a permis, pour les années 2011 à 2015, de subventionner 29 dossiers. En 2016, 7 dossiers ont été subventionnés pour un montant de 652,80 €. Il est proposé de renouveler l'attribution d'une subvention par habitation située sur le territoire de la commune, se montant à 20% du prix d'achat, toutes taxes comprises, avec un maximum de 150 €. À cet effet, un budget de 1 500 € est prévu pour l'année 2017, c'est-à-dire 10 équipements au maximum, si on prend le maximum. Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 20, immobilisation incorporelle, article 20 421, subvention d'équipement aux personnes de droit privé. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Après le bruitage, y a-t-il des questions? Madame Agoguet. Oui, j'aime bien quand vous dites on ne doit pas brûler. J'aimerais que tout le monde l'entende, parce que c'est insupportable des fois, surtout en ville, mais en campagne aussi, ça s'explique peut-être un peu plus, mais enfin c'est vraiment insupportable. Et il y a des gros chantiers de brûlage là qui nous attendent. Mes poumons en frémissent sur le Petit Trentin. Et d'autre part, j'avais une question quand même. Il y avait en place à l'intercommunalité, à la déchetterie, un broyage. Les particuliers pouvaient venir broyer 2 fois par an. Il y avait une entreprise qui était là, qui broyait les déchets. Est-ce que ça va être renouvelé ou c'est complètement enterré alors que c'était quand même une bonne idée? Voilà. C'est pas complètement enterré, c'est un truc qui a été ressorti un certain nombre de fois. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire où ça en est. Il est prévu que dans les améliorations possibles de la déchetterie, on acquiert éventuellement des broyeurs pour gagner du volume de végétaux. Parce qu'un des gros postes de la déchetterie, ce sont les végétaux. Mais je ne saurais pas vous dire aujourd'hui où en est le degré de la réflexion. Vous savez que dans le cadre des déchetteries, il y a un groupe d'études qui a été formé, et il y a un cabinet extérieur qui est venu l'année dernière nous proposer un certain nombre de voies d'amélioration. Ça, c'était une des voies qui était retenue, mais je ne crois pas qu'elle soit dans les priorités. Mais c'est un sujet qui reste à l'ordre du jour pour améliorer pour diminuer le volume des déchets évacués. Voilà, sachant que ces déchets, comme l'ensemble des déchets, ont beaucoup baissé à la déchetterie depuis qu'on a mis en place un contrôle.
Est-ce que le contrôle ne fait pas que les gens, finalement, préfèrent brûler? Non, parce qu'en fait, d'abord, pour les particuliers, le contrôle suffit, quoi, puisqu'on a prévu que si c'était nécessaire, les gens nous demandent éventuellement d'améliorer des compléments, et on n'a pas de demande importante. Et de toute façon, on joue pas, je dirais, ça n'a rien à voir sur le fait de brûler ou pas brûler. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui venaient déposer et qui viennent pas déposer, qui viennent plus déposer, ou alors en payant. Hein, Merci. D'autres questions? Alors, nous allons passer au vote. Le conseil municipal du Thor, vu le code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune pour l'exercice 2017, vu le rapport CM 17019, après en avoir délibéré, article 1, décide d'attribuer une subvention de 20% du prix d'achat d'un broyeur à végétaux, toutes taxes comprises, avec un maximum de 150 € par habitation située sur le territoire de la commune. Article 2 précise que le versement interviendra après l'achat du matériel et transmission par le bénéficiaire à la mairie des pièces suivantes: attestation de domicile, copie de la facture acquittée, relevé d'identité bancaire ou postale, caractéristiques techniques de l'appareil. Article 3 précise que pour être admissible à une subvention, le broyeur à végétaux doit répondre aux exigences suivantes: label CE, diamètre intérieur minimum 30 mm, puissance minimum 2000 watts. Article 4 affecte pour cette opération un montant de 1 500 € pour l'année 2017, pris sur le chapitre 20, immobilisation incorporelle, article 20 421, subvention d'équipement aux personnes de droit privé, biens mobiliers et matériels. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, délibération suivante, la 020, création de 2 postes dans le cadre du dispositif des emplois d'avenir. Alors, la loi du 26 octobre 2012 a créé un dispositif dénommé Emploi d'avenir. Ce dispositif est destiné à faciliter l'accès à la qualification et à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, sans qualification ou peu qualifiés. Sont également concernés les jeunes résidant en zone urbaine sensible et en zone de revitalisation rurale. Pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, la limite d'âge des bénéficiaires de ce dispositif est reportée à 30 ans. Les contrats sont conclus pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois, pour un temps de travail correspondant à un temps complet. L'employeur bénéficie du versement d'une aide de l'État s'élevant à 75% du salaire brut sur la base du SMIC mensuel. Les emplois d'avenir ciblent des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale, ainsi que les fonctions logistiques associées à ces missions, entretien, secrétariat, etc. La commune souhaite poursuivre son engagement dans ce dispositif visant à participer à l'insertion professionnelle des jeunes confrontés aux difficultés liées à la recherche d'emploi. Aussi, je vous propose de créer, à compter du 1er mars 2017, 2 postes en emploi d'avenir à temps complet au centre technique municipal, à savoir un poste en espace vert et un poste à la propreté urbaine. De plus, ce contrat impliquant un suivi, un accompagnement individuel, 2 tuteurs seront désignés au sein de la collectivité. Il est à souligner que l'objectif de ce contrat de travail est de permettre une montée en compétences et en qualification des jeunes recrutés qui bénéficieront durant toute la durée de leur contrat d'actions de formation. Elles pourront être diplômantes, qualifiantes ou simplement faire l'objet d'une attestation de formation professionnelle. Elles seront menées en priorité en partenariat avec le CNFPT, mais pourront également être suivies dans d'autres organismes en fonction des besoins identifiés. Y a-t-il des questions? Monsieur Ripoll. Merci bien. Oui, j'avais une question. Est-ce que ces engagements viennent renforcer les équipes actuelles d'agents techniques, ou est-ce que ils sont effectués pour pallier à des absences à venir, ou je sais pas, un départ à la retraite, une disponibilité, une longue maladie? Et si c'est pour renforcer les équipes, est-ce que c'est parce que il y a des tâches supplémentaires à effectuer, un travail plus important, voilà, simplement ça.
Eh bien, pour les espaces verts, déjà à l'entrée du printemps, vous savez qu'il y a beaucoup de travail, hein, ainsi que pour la voirie. Maintenant, je pense que effectivement, ça renforce, ça répond aux deux questions que vous avez posées. C'est-à-dire, ça renforce les équipes parce qu'on en a quand même besoin, on a besoin de main d'œuvre. Et d'un autre côté, on ne peut pas nier que malheureusement, il y ait des fois des absents, et c'est très ennuyeux quand il y a un coup de bourre. Donc, le fait d'avoir des emplois d'avenir, ça nous permet de permettre à ces jeunes, comme on l'a dit dans l'exposé des motifs, d'avoir une qualification, de pouvoir rentrer dans le monde du travail, parce que nous avons déjà 3 emplois d'avenir, et nous en sommes contents, et je crois que les jeunes qui sont rentrés dans ce contexte-là sont contents aussi. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, en gros, oui. C'est vrai que la démarche est intéressante et permet de mettre le pied à l'étrier à des jeunes dans un contexte difficile. D'autres questions? Donc nous allons passer... Ah, pardon. Ah je ne vous avais pas... Oui, c'est pas grave. J'aurais une question, s'il vous plaît. Juste pour les emplois d'avenir, est-ce que ce sont les personnes qui seront embauchées pourront prétendre à être embauchées par la mairie sur une plus longue durée ou être stagiairisées, ou est-ce que c'est des postes qui ont vocation à toujours rester en emploi d'avenir pour permettre un roulement et permettre à plusieurs jeunes d'y accéder? Merci. Alors nous sommes très attentifs à ce que ces jeunes qui rentrent en contrat d'avenir puissent rester à la mairie. C'est-à-dire, on aimerait qu'à terme de leurs 3 ans, ils puissent être stagiairisés et ensuite fonctionnarisés. C'est notre souhait. Si je peux me permettre, sur les derniers, on avait 2 emplois d'avenir comme ça qui avaient été faits au service technique. Il y a quelques années, c'est devenu des employés à temps plein. Hein, on renouvelle un peu l'opération. Bien, nous pouvons passer au vote. Le Conseil municipal du Thor, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, vu le décret du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir, vu le décret du 31 octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7, 8 et 13 de la loi portant création des emplois d'avenir, vu l'arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l'aide de l'État pour les emplois d'avenir, vu le rapport CM 17020, après en avoir délibéré, article 1, décide de la création de 2 postes en emploi d'avenir à temps complet au sein du centre technique municipal. Article 2, autorise Monsieur le maire à signer les conventions et tout acte nécessaire à la mise en œuvre du dispositif. Article 3, dit que les crédits sont et seront inscrits au budget afférent. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, délibération 021, attribution de subventions de fonctionnement aux associations thoroises. Et c'est pour Stéphane. Oui, bon, ici nous sommes en présence de subventions de fonctionnement pour les associations dans le domaine du sport et de la jeunesse. Je ne vais pas vous répéter ce qu'on répète à chaque fois dans les conseils municipaux, les conditions d'attribution. Au niveau du fonctionnement, c'est forfaitaire de 250 € par association, hormis les associations qui ont des écoles de sport, dont le montant est de 11% pour la subvention en fonction de leur charge de fonctionnement. Donc je vais simplement vous rappeler les demandes qui ont été faites par les associations thoroises dans le domaine du sport. Donc la foulée du Chasselas, 1230 €, le karaté, 250 €, les majorettes thoroises, 250 €, le rando Pays des Sorgues, 250 €, le tennis thorois, 4100 €, le vélo club Le Torgadagne, 1775 €, ça c'était pour le sport. Maintenant pour la jeunesse, la PIC, 250 €, la PET, 250 € et l'OCE Les Jardins, 250 €. Voilà, je vous prie de bien vouloir en délibérer. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc nous passons au vote. Le Conseil municipal du Thor, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, vu le rapport CM 17021, après en avoir délibéré, décide d'attribuer aux associations thoroises une subvention de fonctionnement pour l'année 2017 selon la répartition qui vous a été donnée par Stéphane et qui est à l'affiche. Qui est contre? Qui s'abstient?
Je suis désolée, il n'y a qu'un article, donc je ne peux pas faire autrement. D'accord, une abstention. Madame Martin, excusez-moi, je croyais que vous vouliez poser une question. Donc, d'accord. Non, mais il n'y a pas de raison que vous vous justifiez. Donc, une abstention, merci. Alors, nous passons à la délibération 022. Ce sera toujours Stéphane. Attribution de subventions aux associations tauroises pour les actions réalisées dans le secteur jeunesse. Oui, donc sur cette délibération, maintenant, c'est plus du fonctionnement, donc ce sont des actions. Les actions sont financées par la commune à hauteur de 30% sur un montant global de 6 000 euros par association et par action, donc ce qui fait un maximum de 1 800 euros par action et par association. Donc là, je vais simplement vous rappeler les demandes qui ont été faites par les associations concernées. Donc l'association APIC, l'association des parents d'élèves, dans le cadre de sa manifestation, organise pour créer du lien entre les parents, les enfants et l'école de la Calade. Une kermesse est prévue le vendredi 30 juin 2017. Donc le coût global de cette animation est de 2 430 euros. Le montant proposé pour la subvention communale est de 144 euros. L'association APET, Association des parents d'élèves du Thor, École du Thor, pardon, dans le cadre des animations et actions organisées par l'APET pour créer du lien et une dynamique intergénérationnelle. Excusez-moi. Il est prévu comme chaque année l'organisation du carnaval le samedi 1er avril 2017. Le coût global de cette manifestation est de 1 650 euros. Le montant proposé par la subvention communale est de 240 euros. Maintenant, la dernière, l'OCE Le Jardin. L'OCE des Jardins a monté un projet de découverte d'un répertoire de chansons françaises avec la pratique technique du chant et de l'échange culturel. Spectacle, entre parenthèses. Une présentation de ce travail aux parents sera réalisée par les enfants dans le cadre de la célébration des 30 ans de l'école des Jardins le vendredi 30 juin 2017. Le coût de cet atelier est de 700 euros. Le montant proposé pour la subvention communale est de 210 euros. Un deuxième projet appelé Danse à l'école est destiné aux élèves de CP. Les enfants vont découvrir lors de l'atelier de création artistique des danses contemporaines. Une production finale aura lieu à l'auditorium. Le coût de ce projet est de 7 566,30 euros. Le montant de la subvention communale pour ces deux projets est de 226 euros. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, ce sera plus une question de forme qu'une question de fond. Pourquoi est-ce que dans ce projet de délibération-là, c'est article par article, donc chaque subvention est votée séparément, alors que dans la délibération précédente, toutes les subventions étaient regroupées? Oui, effectivement, en fonction de par habitude, là, on est sur des subventions d'action. Donc, on donne vraiment les explications pour chaque action, alors que les fonctionnements, on est basé surtout sur, je dirais, sur du forfaitaire et sur du pourcentage par rapport à l'association et je dirais son bilan, quoi. Voilà. Donc après, peut-être qu'on pourrait le faire article par article, mais ça a toujours été fait comme ça, donc même précédemment. Voilà. Merci Stéphane. D'autres questions? Nous passons au vote. Conseil municipal du Thor, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, vu le rapport CM 17022, après en avoir délibéré, article 1, attribue une subvention de 144 euros à l'association des parents indépendants de la Calade, APIC, pour l'organisation de la kermesse de l'école, article 2, je suppose, il y a eu une erreur là, attribue une subvention de 240 euros à l'association des parents d'élèves des écoles du Thor pour l'organisation du carnaval Caramontran du 1er avril 2017. Et enfin, dernier article, attribue une subvention de 210 euros à l'OCCE Les Jardins pour l'atelier autour du chant et de l'image et une subvention de 226 euros pour l'atelier danse à l'école. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et enfin, toujours Stéphane, tu es mis à contribution. Délibération 023, attribution de subventions aux associations thauroises pour les actions réalisées dans le secteur du sport. Merci Marie-Hélène. Donc, effectivement, c'est la même chose, on est dans le domaine du sport, donc je ne vais pas vous répéter les 30% et 1800 maximum par action. Donc là, dans les projets des associations au niveau du sport, c'est pour les associations Rando Pays des Sorgues. Cette association qui compte 160 adhérents participe à la découverte du département à l'occasion de ses sorties sur les sentiers.
Afin d'être identifiable sur l'ensemble des sentiers à parcourir, elle souhaite faire l'acquisition de vêtements dont le coût global est de 1 000 euros. Le montant proposé pour la subvention communale est de 300 euros. Autre association, le Tennis Club Taurois. Cette association poursuit sa logique de mise en place de tournois afin de sensibiliser les enfants et les adolescents du département et du club à la pratique du tennis. Il y a deux types de tournois. Le premier est ouvert aux compétiteurs et le deuxième est organisé en priorité pour les enfants de l'école de tennis. Le coût global de ces deux actions est de 2 100 euros. Le montant proposé pour la subvention communale est de 630 euros. L'association propose aux parents dont les enfants sont inscrits dans les catégories baby et mini-tennis au club des séances de découverte. Cette opération appelée « Mes parents s'initient à mon activité » consiste à proposer aux parents de rejoindre les enfants sur le court et de jouer ensemble. Le coût de cette nouvelle activité est de 1 010 euros. Le montant proposé pour la subvention communale est de 308 euros. Dernière association, le Vélo Club Le Thor-Gadagne. Comme chaque année, le club organise le Grand Prix des commerçants et artisans de la ville du Thor en septembre. Cette année, ce sera le 10 septembre. Cette course concerne autant les adolescents que les adultes de 14 à 77 ans, hommes et femmes, du club et des autres villes. Le coût global de l'organisation de cette course est de 2 135 euros. Le montant proposé pour la subvention communale est de 640 euros. Autre demande, l'association organise la course du Muguet le lundi 1er mai 2017. Cette course est ouverte à l'ensemble des licenciés, mais également à tout public de tout niveau. Le coût global de l'organisation est de 350 euros. Le montant proposé pour la subvention communale pour cette action est de 105 euros. L'association a besoin de renouveler la totalité de sa sonorisation mobile utile à l'organisation de ces manifestations tant sur la commune du Thor qu'à l'extérieur. L'acquisition de cette sonorisation a un coût global de 2 500 euros. Le montant proposé pour la subvention communale est de 750 euros. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Y a-t-il des questions? Madame Agoguet. Le Grand Prix des commerçants et artisans de la ville du Thor s'appelait anciennement Denis Turin, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est qui? C'est certainement un ancien pratiquant du vélo club. Vous me posez une colle, sincèrement. On vous répondra quand même. Hein. On va chercher. Oui, on va on cherchera, chercher. on vous répondra. Bien. D'autres questions? Non? Bien. Alors, nous allons passer au vote. Le Conseil municipal du Thor, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune pour l'exercice 2017, vu le rapport CM 17023, après en avoir délibéré. Article 1. Attribue une subvention de 300 euros à l'association Rando Pays des Sorgues afin de les aider à financer les vêtements permettant leur identification à l'occasion de leur sortie sur les sentiers du département. Article 2. Attribue une subvention de 630 euros à l'association Tennis Club Taurois pour l'organisation des différents tournois organisés au cours de l'année et attribue une subvention de 303 euros pour le projet Mes parents s'initient à mon activité. Article 3. Attribue une subvention de 640 euros au Vélo Club Le Thor-Gadagne pour l'organisation de la course des commerçants, une subvention de 105 euros pour la course du Muguet ouverte à tout public et une subvention de 750 euros pour le renouvellement de la sonorisation mobile de l'association. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, nous avons une question orale du groupe Dynamique et Solidaire. Madame Martin. Alors, c'est un petit peu gênant, puisque monsieur le maire n'étant pas là, ça me fait un petit peu drôle de m'adresser à quelqu'un qui va me répondre par intermédiaire. Alors que mais il a préparé la réponse, oui, je vais la lire. Alors que c'était très personnel, c'est ce que je veux dire. Ça fait un drôle d'effet de parler dans le vide sans l'interlocuteur désigné. Madame Martin, vous ne parlez pas dans le vide, vous nous parlez. Non, non, vous faites semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Mais non. Donc, posez votre question. Je vais occulter la formule introductive, ça ira plus vite. Dans 9 semaines, conformément à la Constitution, aura lieu le scrutin majeur de notre 5e République, l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017.
Le Conseil constitutionnel collecte entre le 23 février et 17 mars. Puis-je faire une incise, puisque j'ai appris ce matin que ça ne peut plus être le 23 février, puisque le décret n'a pas été signé mercredi, le Conseil des ministres ayant été annulé et reporté au vendredi. Cette marge est donc amputée de 48 heures, ce qui, avec le week-end, en réalité, reportera la semaine prochaine. Je trouve ça assez grave, d'ailleurs. Bon, donc je reprends ma phrase. Le Conseil constitutionnel collecte entre le 25, on va dire, février et 17 mars, les 500 parrainages nécessaires à chaque candidat pour que soit officiellement validée sa candidature. Avez-vous, monsieur le maire, été sollicité pour une promesse de parrainage au cours des semaines passées? Comptez-vous envoyer votre parrainage officiel dans le délai imparti des 3 semaines qui viennent? Il nous semble en effet être de l'ordre de la légitimité démocratique et de l'éthique civique d'en informer publiquement nos concitoyens taurois, ainsi que la nouvelle loi du 25 avril 2016 sur la publication leur en fait droit. Je fais l'abstraction aussi de la formule de politesse républicaine. Merci Madame Martin. Donc je vais lire la réponse de Monsieur le maire. Cet après-midi, je crois, il a été interviewé par France Bleu Vaucluse qui lui a posé la même question que vous. Donc, vous pourrez l'entendre. Heureusement que j'avais envoyé cette question il y a 6 jours. Voilà. Donc, il a répondu ce soir et il a fait la même réponse que je vais vous lire. En réponse à votre question traitant des parrainages pour l'élection présidentielle de 2017, je vous prie de trouver ci-après les éléments suivants. 1. Nous avons reçu de nombreuses demandes de parrainage pour les candidats inscrits aux primaires. En qualité de maire, nous n'avons parrainé aucun candidat. Deuxièmement, à date, nous avons reçu 4 demandes de parrainage de candidats ou potentiels candidats. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen. Nous n'avons pas pris de décision quant à un éventuel parrainage. Nous rappelons que pour la première fois, tous les parrainages sont publics et donc vous serez tenus informés automatiquement s'il y avait parrainage. Yves Bayon de Noyer. Bien, donc avant de clôturer cette séance du conseil municipal, je voudrais vous donner 2 dates qui ont été modifiées. Ce sont les dates des prochains conseils municipaux. Alors, au mois de mars, nous aurons un conseil municipal le 16 mars à 19h. Et au mois d'avril, nous aurons un conseil municipal le 11 avril à 19h. Alors, le 16 au lieu du 21 mars, parce que le PLU doit être voté, puis envoyé à la préfecture qui a donné un dernier délai au 27 mars. Donc, nous ne pouvons pas effectivement faire notre conseil municipal le 21 mars, sinon nous serions hors délai, avec les allers-retours avec la préfecture. Idem pour le mois d'avril. Nous avions notre conseil municipal le 25 avril. Or, c'est la date du dernier délai pour la préfecture en ce qui concerne le compte administratif. Donc, au lieu du 25 avril, le CM aura lieu le 11 avril. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de signer.